Bon, alors donc ce soir, nous commençons la seconde conférence du think tank de cette année et nous avons le plaisir de recevoir Xavier Garnier qui va nous parler des Class Labs, voilà, des Future Classroom Labs dans la gouvernance des établissements, les enjeux et les impacts. Je vais dire juste deux mots pour présenter Xavier Garnier. Donc, Xavier Garnier est enseignant de mathématiques au lycée Pilote Innovant International sur le site du Futuroscope. Donc, il faudra que tout le monde vienne visiter bientôt parce que c'est un site vraiment exceptionnel. Donc, depuis une dizaine d'années, il est chargé de missions sur les nouvelles formes scolaires à la direction du numérique pour l'éducation. Ses domaines d'expertise portent sur les compétences du XXIe siècle, la scénarisation pédagogique et le rôle de l'environnement physique d'apprentissage dans l'acte d'enseigner et d'apprendre. Ambassadeur du projet, alors ce fameux projet dans Future Classroom Lab pour la France, il anime et coordonne un réseau d'acteurs de l'éducation sur ces questions. Et donc, il est extrêmement intéressant pour notre projet puisque nous avons effectivement toute une série de questions qui portent justement sur ces Classroom Labs. Et voilà, donc nous allons beaucoup réfléchir avec Monsieur Garnier donc sur ces points-là. Donc un grand merci à vous, Monsieur Garnier. Et donc, comme nous le disions tout à l'heure, vous pouvez soit donc prévoir une conférence suivie de questions, ce qui est souvent le cas, soit prévoir de vous arrêter de temps en temps pour les questions du groupe, comme vous. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites d'intervenir dans votre think tank. Alors effectivement, le projet Future Classroom Lab, c'est un projet de l'association European SchoolNet, qui est une association de 31 ministères d'éducation en Europe. Donc, vous voyez que c'est une Europe élargie, au sens très large, et qui, du coup, dès 2012, a eu l'idée, à son siège de Bruxelles, de créer un laboratoire pédagogique, comme on l'appelle, un learning lab, comme certains l'appellent en ce moment, mais tout simplement un espace de convergence des acteurs de l'éducation, depuis les enseignants, les élèves, jusqu'aux décideurs politiques, en passant par évidemment les entreprises du secteur. Voilà. Donc, dans ce lieu-là, l'idée, c'est d'avoir un espace organisé en fonction des situations d'apprentissage dans lesquelles vont être mis les élèves. On a vous voyez, plein de couleurs comme ça dans le projet qui correspondent finalement à chaque fois à une zone. Avec un verbe, présenter, interagir, etc. Et qui montre que finalement, au-delà d'un showroom de technologie ou d'aménagement de ce que pourrait être la classe du futur, c'est bien un espace, un modèle pédagogique qui est pensé en termes d'environnement et même, je dirais, d'écosystème. Donc, ce qui va être l'objet de ma présentation, ça va être à la fois, on va dire, les origines de ce projet-là, le contenu en termes d'apport que ça peut représenter dans le cadre de la création d'un Learning Lab ou d'un laboratoire pédagogique. Vous noterez ici que Learning Lab, finalement, ça pourrait se traduire davantage en laboratoire d'apprentissage. Et là, il est bien question de pédagogie et donc peut-être que ça apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à ce qu'on appelle basiquement ou habituellement les Learning Labs. Donc, à la fois apporter un petit peu le fond, la motivation de ces espaces-là, mais surtout terminer par peut-être ce qui vous intéresse au premier chef, c'est-à-dire concrètement, quand on a un laboratoire pédagogique dans un établissement scolaire, comment ça marche, quels sont les enjeux et quel est l'intérêt, l'impact que ça peut avoir sur le reste de l'établissement scolaire. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Donc, ce que je voulais peut-être pour démarrer, c'est démarrer avec un questionnement qui nous vient d'une étude de Dell Technologies. J'espère que vous voyez s'afficher la nouvelle slide. Je regarde un petit peu. Oui, ça marche bien. Qui nous annonce, alors ce n'est qu'une estimation évidemment, mais peu importe le chiffre exact, que finalement, les métiers de 2030, il y en a 85% qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, quand on parle de préparer nos élèves à être des futurs citoyens, à de nouveaux emplois, finalement, si on leur demande de se projeter, ils vont se projeter seulement sur 15% de l'existant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, quelque part, un des intérêts que les élèves vont avoir, que les futurs citoyens vont avoir, ça va être de développer des compétences qui vont leur permettre d'exercer certainement à terme, non pas un, mais 5, 10, 15 métiers différents. Et donc se centrer sur la notion de compétence. Une autre
approche qui n'est pas des moindres non plus si on se projette un tout petit peu dans 5 ans, dans 10 ans, et qui rejoint finalement la même conclusion, c'est l'approche par intelligence artificielle. En effet, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, un grand nombre de tâches s'automatisent grâce à l'intelligence artificielle et que ça pose la question de ce qui est de l'ordre de la machine et ce qui serait de nature humaine. Donc, l'idée, ce serait d'une part, on peut imaginer que certains seraient un peu inquiets par rapport à ça et du coup diraient, bon voilà, l'intelligence artificielle va prendre les emplois des hommes et finalement, on va tous se retrouver au chômage. Puis, il y aurait une deuxième catégorie de personnes qui seraient plus positives et qui diraient que grâce à l'intelligence artificielle, on va solutionner l'ensemble des problèmes du monde. Évidemment, comme souvent, la vérité se trouvera peut-être entre ces deux points extrêmes, en considérant que finalement, c'est dans un partenariat avec l'intelligence artificielle que l'on pourra construire des citoyens éclairés, des citoyens qui vivent en bonne interaction avec les machines, avec l'intelligence artificielle. De ce point de vue-là, il se pose la question de ce qu'il reste finalement, qu'est-ce qui est fondamentalement humain dans les compétences que l'on doit acquérir aujourd'hui. Et c'est ici que, au-delà des compétences disciplinaires, des compétences transversales, d'usage du numérique évidemment, on va avoir des compétences qui sont propres à l'homme et qui vont rester pendant longtemps. De la compétence humaine. Alors, compétence, la notion de compétence, on ne va pas s'étendre dessus, mais si vous voulez, quand on utilise le terme de soft skills, on peut étendre un petit peu aux attitudes et notamment la créativité, l'empathie, la passion. Pour l'instant, on a encore un petit peu de temps avant que notre PlayStation 4 se prenne de passion pour nous. On a encore un peu de temps là-dessus et effectivement, ce qu'il faut développer, c'est un peu la thèse qui est annoncée dans cette idée de partenariat homme-machine. Ce sont ces compétences-là qu'on va discrètement résumer autour des compétences du 21e siècle. Dans ce cadre-là, la mission du Future Classroom Lab, ça va être de voir comment on peut développer davantage ces compétences du 21e siècle. Ça part quand même d'un principe, d'une supposition que il est important dans nos pays que les compétences du 21e siècle soient mises en priorité dans les programmes, par exemple. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont encore à conquérir pour qu'ensuite les enseignants se sentent finalement co-responsables de ce développement-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois enseigner les mathématiques, enseigner l'histoire, géographie, etc., mais en même temps enseigner la collaboration, la créativité, etc., par la façon évidemment dont on enseigne. Et c'est sur cette façon que le projet Future Classroom Lab va agir en proposant une méthodologie de création. Donc c'est le petit schéma que vous avez à gauche de l'écran, de création de scénarios pédagogiques que je crois Marie-Jeanne a pu vous citer en amont. Donc effectivement, ça va être un des pilier du projet Future Classroom Lab, un des leviers par rapport à ce développement de compétences, qui va être de créer des nouveaux scénarios dans lesquels on va être capable de se dire, si les élèves travaillent de cette façon-là, ils vont pouvoir développer cette compétence à tel ou tel niveau. Ça s'appuie notamment sur la recherche d'une chercheuse irlandaise qui s'appelle Deirdre, peut-être Butler, en tout cas Butler c'est son nom, difficile à prononcer son prénom, et qui a pu montrer que pour que les compétences du 21e siècle, ces compétences-là, la collaboration, l'autorégulation, la communication qualifiée, etc., je vous verrai tout à l'heure la liste, mais ce n'est pas forcément le plus important, pour qu'elles soient développées effectivement par les élèves en situation de classe, il faut qu'elles soient conscientisées en amont par les enseignants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va dire « tiens, je vais mettre les élèves en groupe » que nécessairement ils vont collaborer. Il faut que dans le design du scénario, dans le design pédagogique, cette notion-là qui va être mise en avant, on ait pu prévoir finalement des situations qui permettent de développer ces compétences-là. En tout cas, qu'on ait conscientisé les compétences engagées. Je parle des compétences transversales ici. Et puis évidemment, le deuxième levier qui n'est pas des moindres, c'est le rôle de l'espace d'apprentissage, l'impact que peut avoir l'environnement d'apprentissage sur le développement de ces compétences-là. Donc, j'essaierai de montrer qu'il y a effectivement un impact, soit de façon empirique, soit avec quelques citations de recherche.
Donc voilà ces compétences ici listées, elles datent quand même un petit peu et en ce moment, on est en train d'étendre le modèle à la créativité et la pensée critique. Voilà, ce sont les deux compétences que l'on ajoute à ce modèle-là, qui a été conçu par le laboratoire américain ITL Research dans un travail de partenariat avec, à l'époque, ce qui s'appelait Microsoft Partners in Learning. Voilà. Donc, la question qui va se poser pour nous, ça va être de se dire, tiens, à quel niveau, quelle compétence et à quel niveau je vais pouvoir la développer. Et c'est là qu'il propose en fait une grille de lecture. Et vous allez voir, je vais vous faire l'exemple sur la collaboration. Vous allez voir, c'est très concret. Ce qui est intéressant, c'est que ça sert à la fois au niveau de la recherche, de la pédagogie, en didactique, mais également, ça sert au niveau de l'enseignant, tout simplement pour essayer de voir à quel point il développe telle ou telle compétence dans sa classe et comment il pourrait faire s'il voulait la développer à un degré supérieur. Donc, la première étape, c'est de se poser la question, est-ce que les élèves travaillent en groupe? Évidemment, s'ils ne travaillent pas en groupe, il ne risque pas d'y avoir collaboration. Pour autant, ce n'est pas un critère suffisant. On sait bien, ça se voit assez régulièrement quand on enseigne, que des élèves peuvent travailler en groupe et pour autant chacun dans leur coin, qu'un élève peut faire le travail, les autres se reposent derrière ou qu'un élève soit mis à l'écart, etc. Donc, dans cette idée-là, c'est une première étape qui permet d'atteindre, vous voyez, quand vous êtes oui, vous arrivez. Si jamais c'est non, si on ne va pas plus loin, au niveau 2. Pour le prochain critère, c'est de se dire, est-ce que les élèves ont des responsabilités partagées? Est-ce qu'ils ont des rôles? Est-ce qu'ils sont capables de prendre en main une partie du travail? Souvent, on associe ça à la coopération, c'est-à-dire que chaque élève va faire une partie du puzzle et on va recoller les pièces ensuite. Mais finalement, il y a effectivement coopération, on a contribution à la même réalisation, mais il manque aussi une sorte d'interaction, de prise de décision, de débat, d'argumentation, aussi comment dirais-je, il faut faire des choix. Et donc, c'est aussi laisser des idées qu'on avait de côté. Donc, c'est des choses difficiles. Et ça, c'est le niveau, pour atteindre le niveau 4, les élèves prennent des décisions substantielles ensemble. Évidemment, il n'est pas question là de choisir la couleur du fond du diaporama qu'ils vont avoir à réaliser dans le projet. Évidemment, c'est l'idée vraiment de prendre une décision qui va impacter fondamentalement le travail et la production. La dernière étape, c'est de proposer un scénario dans lequel le travail des élèves est interdépendant, c'est-à-dire que si un élève contribue de façon différente à la production, ça va impacter le résultat de façon significative. Voilà un peu, donc pour chaque compétence, vous avez ces modèles-là. Et l'intérêt, c'est de se dire, tiens, dans ma pratique, où est-ce que je me situe et comment je pourrais évoluer si jamais je souhaitais passer le niveau supérieur. Donc, pour atteindre ces niveaux-là, pour développer ces compétences, le projet Future Classroom Lab propose cette méthodologie que je ne développerai pas puisque vous avez eu la chance d'avoir déjà quelques idées autour de ça, mais plutôt je vais vous montrer très concrètement ce que ça peut donner, c'est-à-dire un groupe de travail. Donc, on est sur du co-design. Alors, bon, il y a des gens qui critiquent un peu le on fait du co-working, du co-design, du co-développement, etc. Mais en réalité, c'est vraiment l'idée de rassembler des acteurs différents et pour autant essentiels de l'acte d'enseigner et d'apprendre, c'est-à-dire des élèves, des parents, des enseignants, des cadres, des chercheurs, etc. Et dans ce groupe intercatégoriel, eh bien, suivre une méthodologie pour aboutir à des nouveaux scénarios. Donc, je vous donne comme ça trois exemples rapides qui sont très concrets. On a eu un premier scénario suite à ça qui a été construit autour de la compétence résolution de problèmes du monde réel. Donc, l'idée, c'est de développer à un niveau élevé la compétence, je résous un problème qui est lié au monde réel. D'ailleurs, on ajoute innovation, c'est-à-dire qu'en plus de résoudre un problème concret qui serait, par exemple, une occasion de développer des compétences disciplinaires, en plus, je vais rendre quelque chose à la vraie vie. Ça peut être intéressant de prendre un exemple de ce qui s'est fait en CM2, par exemple, sur la géométrie dans l'espace. Ils ont fait un plan de leur salle de classe. Donc, on est clairement dans une résolution de problème, hein, puisque la salle de classe, elle existe en vrai. Donc, c'est un problème du monde réel. Mais on aurait pu dire, bon, ben voilà, on l'a modélisé en 3D, on a réussi, et en plus, on a appris des mathématiques. Mais ce qu'il faut savoir sur ce projet, c'est que l'idée qu'ont eu les enseignants, c'était de faire installer le Wi-Fi dans
la classe. Et donc, le plan, le travail de la vraie vie que les élèves ont fait n'a pas été simplement fait comme prétexte au développement de compétences disciplinaires, mais il y a eu un retour dans la vraie vie, puisque grâce aux travaux des élèves, eh bien, l'entreprise qui a installé le Wi-Fi a pu s'appuyer sur le plan pour réaliser les travaux. Voilà, ça c'est un exemple. Alors, il y a d'autres exemples comme le fait de faire intervenir un expert à distance grâce à la visioconférence. Ça, c'est le cas de ce scénario-là. L'idée, c'est, alors le problème du monde réel ici, c'est faut-il interdire la peine de mort? On espère que la réponse est oui, mais pourquoi? Est-ce que tous les pays l'ont-ils interdit, etc. On est vraiment sur quelque chose de réel. Et ce scénario, en fait, il va s'appuyer sur ce qu'on appelle un choc initiatique, c'est-à-dire qu'on va dire aux élèves de partir en démarche d'investigation autour de la peine de mort. C'est dans le cadre en littérature, on est en première en France, par exemple, autour du livre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Voilà. Et donc, les élèves vont partir en démarche d'investigation sur, effectivement, la peine de mort, dans quel pays, encore en France, quand est-ce que ça a été aboli, et tomber nécessairement, inévitablement, à un moment ou à un autre, sur Robert Badinter, qui est une figure de l'abolition de la peine de mort en France. Et l'idée, c'est qu'au démarrage de la séance, les élèves tombant sur ce personnage clé, l'enseignant puisse dire, eh bien, ça tombe bien, il est là. Et là, on va avoir évidemment c'est pas possible pour Robert Badinter de se déplacer dans toutes les écoles de France. Par contre, récupérer 10 minutes de son temps avec sa secrétaire, prévoir tout à l'avance avec des personnes qui lui sont associées, c'est quelque chose qui peut se faire. Ça s'est fait avec donc Robert Badinter, ça peut se faire aussi avec Cédric Villani dans le cadre des mathématiques, notre médaille Fields en mathématiques. Voilà. Donc dans cette idée-là, on est sur un scénario donc, autour de la compétence résolution de problèmes du monde réel, et on voit que ça impacte significativement l'environnement d'apprentissage, et ça, je vais essayer de vous montrer pour les deux autres scénarios aussi. Donc, un deuxième exemple sur la pédagogie de projet. Donc, c'est un scénario qui a été donc, développé dans le cadre du projet Future Classroom Lab et qui est finalement, vous voyez, je parle de scénario, je n'ai pas vraiment défini ce que c'était. On aurait pu parler d'une organisation pédagogique, une succession d'étapes à mettre en œuvre afin d'atteindre des objectifs d'apprentissage. Mais en même temps, ici, on est dans un scénario qui est suffisamment transversal, suffisamment méta, si vous voulez, méta-scénario, pour qu'il nécessite d'y avoir une transposition de cette organisation pédagogique dans sa propre pratique, dans sa propre discipline ou dans son propre projet. Ce qui est très intéressant sur le scénario qui a été réalisé ici, c'est qu'on a à la fois une série d'étapes assez classiques. Donc, quand on mène un projet, on explore, ensuite on planifie, map, make, on fait, et ensuite on présente. Bon, ça c'est pas révolutionnaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une démarche où au départ, on propose aux élèves de dire une phase de rêve dans laquelle on va dire qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi c'est important de m'engager dans ce travail. Et ça, c'est sans technologie, évidemment. C'est une phase, donc on voit que la technologie n'apporte pas systématiquement à tous les scénarios, même si elle est, vous allez voir, structurelle. C'est une phase qui est assez nouvelle et assez importante. Souvent, les enseignants s'engagent dans un projet avec beaucoup d'arbitraire, c'est-à-dire j'ai envie d'étudier les villes parce que c'est important dans ma discipline, les villes anglo-saxonnes par exemple en anglais, et je vais étudier avec mes élèves New York parce que j'adore la ville, parce que j'y suis allé en vacances, etc. Mais finalement, une grande ville, ça peut être autre chose que New York, ça peut être n'importe quelle ville qui fait peut-être plus de sens aux élèves. Donc dans ce scénario, on propose aux enseignants de séparer les objectifs d'apprentissage en termes disciplinaires si vous voulez, de la cosmétique, de la coquille, de l'enveloppe du projet qui peut peut-être être davantage laissée avec plus d'autonomie aux élèves. Et puis ensuite, on a une phase donc, classique, je ne m'étends pas, donc sur explorer, planifier, faire. Et puis là encore, c'est quelque chose qui, bon, évidemment, vous savez, une innovation, c'est une innovation pour les uns, ça n'en est pas une forcément pour les autres. Simplement, en France, c'est vrai qu'on a assez peu de travail de peer feedback. On a les élèves qui font, une fois qu'ils ont fait, ils présentent, ils ont une note et c'est terminé. Le projet est fini. Là, l'idée, c'est de dire, pensez que vous pouvez avoir un moment formatif dans lequel vous allez avoir la possibilité d'interagir avec vos pairs qui vont pouvoir porter un regard sur votre
travail, sur votre production. Et en plus, ça sera intéressant pour vous grâce au feedback que vous aurez, et ça sera intéressant pour eux grâce à la nécessaire conscientisation des critères de réussite qu'ils doivent faire pour pouvoir évaluer. Hein. C'est-à-dire, si je dois dire à mon camarade si c'est bien ou pas, ben, il faut que j'intègre évidemment les critères qui font que je vais pouvoir dire que c'est bien ou pas. Et puis, l'intérêt, c'est de permettre à l'élève de refaire, de retourner à sa copie. Tiens, j'ai pas réussi ça, je vais l'améliorer pour pouvoir le présenter ensuite, si vous voulez, sous forme de formatif, sommatif. Voilà. Alors, j'ai pas pris d'exemple concret, mais si vous voulez, je pense que ça se transpose assez facilement sur n'importe quel projet qu'on pourrait faire avec les élèves. Là, on est clairement dans un développement de compétences, par exemple, dans la liste autoréguler, s'autoréguler. Je vais avoir suffisamment de temps pour pouvoir me fixer des objectifs intermédiaires, m'organiser, planifier, etc. Et puis, je termine avec un dernier scénario qui me paraît vraiment très intéressant. Alors, bon, j'ai affaire à un public d'experts, donc rien à voir avec le titre du scénario, mais certainement vous connaissez, vous avez entendu parler de la méthode Jigsaw. Donc là, il n'est pas question d'inventer la poudre nécessairement, mais le scénario des experts est totalement traduit ou interprété, si vous voulez, par rapport à cette méthode anglo-saxonne Jigsaw. Donc le principe est simple. Prenons le Brexit. Allez, je vous fais un exemple concret parce qu'il est tard et que vous avez la gentillesse de m'écouter. On va faire un travail avec les élèves sur le Brexit. Donc, je vais faire des groupes de 4, comme vous voyez dans la première image, et puis je vais assigner un rôle à chaque élève. Souvenez-vous de la grille de collaboration que je vous ai montrée tout à l'heure, puisqu'on va être un peu dans cette grille de lecture. Je vais dire, tiens, allez, le premier élève, alors je vais laisser choisir leur rôle, évidemment, mais il faudra dans chaque groupe qu'il y ait un journaliste, un expert des institutions européennes, un Anglais qui a voté oui et un Anglais qui a voté non. Donc, dans ce premier cadre, ce premier travail de groupe, si vous voulez, les élèves vont réfléchir autour de qu'est-ce que c'est le Brexit, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment et qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. On peut orienter autour de la réalisation d'un journal ou d'une émission de radio, etc. Ça, c'est la première phase, si vous voulez, où les élèves vont s'assigner des rôles. La deuxième phase consiste à dire maintenant, on va alors bon, là maintenant, les élèves ont tous des rôles, ça c'est la deuxième image, pardon. Vous avez vu, ils ont des couleurs différentes. Et puis dans la deuxième phase, on va faire une phase d'experts où on va rassembler tous les journalistes ensemble, par exemple, là, tous les experts des institutions européennes ensemble, tous les Anglais qui ont voté oui et les Anglais qui ont voté non. Évidemment, là, on va pouvoir faire de la différenciation puisqu'on va pouvoir offrir à chaque groupe d'experts sur des domaines différents des contenus ciblés, spécifiques, ou des recherches ou des tâches. Parce que ça peut être aussi aux élèves de chercher eux-mêmes les ressources dont ils vont avoir besoin. Bref, des tâches, tout simplement un moment de montée en expertise. Et puis, l'intérêt de ce scénario, c'est de faire revenir les élèves, une fois qu'ils sont experts, c'est pour ça qu'ils ont une petite étoile au-dessus de la tête, revenir les élèves dans la situation de départ, dans les groupes de départ. Mais ce n'est plus les mêmes. Vous avez vu, ils ont des couleurs et ils ont des étoiles. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir apporter leur expertise à la réalisation du projet. Donc, ce scénario des experts, il est intéressant à lire dans le cadre de, évidemment, de la collaboration. On voit que les élèves ont des rôles, on voit qu'ils prennent des décisions substantielles ensemble, notamment dans la première phase. On voit que le travail est interdépendant parce que si un expert, au moment de son travail sur les institutions européennes, ne s'est pas senti garant, porteur des connaissances qui ont été acquises dans le groupe d'experts, bien personne d'autre que lui n'est capable de le faire dans son groupe d'arrivée au final. Donc ça, c'est quelque chose qui a en outre la plus-value, si vous voulez, de rendre tout le monde expert. Ce n'est pas l'idée d'avoir les meilleurs de la classe qui vont apprendre aux autres, c'est l'idée de dire que chacun est expert de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'assez inclusif et qui notamment valorise beaucoup les plus faibles. Donc, simplement, il y a une autre chose qui est intéressante, mais avant ça, rendez-vous compte concrètement, les experts, ça a été utilisé à travers, donc dans le réseau Future Classroom Lab, à travers les niveaux. On a, par exemple, en CM2, un travail autour de la phrase complexe qui a été réalisé sous la forme des experts. Ça peut aller jusqu'à un travail en lycée pro sur la valeur financière d'une entreprise, et même au CDI, au centre de documentation du collège Jean Giono dans l'Académie de Nice, pour laquelle la professeure documentaliste a réalisé une charte de la laïcité sur ce principe-là. Voilà. Donc, avant de finir peut-être ce premier temps et peut-être prendre quelques questions,
Ce qui est intéressant comme autre conclusion sur notamment les experts, mais on peut le faire sur les 2 autres scénarios dont je vous ai parlé, c'est de poser la question de la deuxième jambe du projet Future Classroom Lab, qui sont les espaces d'apprentissage. Parce que vous voyez que dans le cadre des experts, on a finalement un groupe de 4 qui va se détruire pour reformer d'autres groupes. Et puis, ça va se recomposer. Donc, on peut imaginer ça dans une salle classique avec les tables en randonnion devant le tableau et on voit qu'on va vite être en difficulté. Donc, nécessairement, la compétence impacte le scénario, d'après l'étude dont je vous ai parlé, irlandaise, et à son tour, le scénario va impacter l'environnement d'apprentissage. Voilà. Alors, je n'ai pas la ligne de ce que je voulais dire après, donc je pense qu'on peut faire une pause ici. Simplement vous montrer le modèle de ce Future Classroom Lab qui donc propose des zones d'apprentissage qui permettent de décrire un petit peu quel matériel, quel environnement je peux proposer aux élèves suivant la situation d'apprentissage qu'ils vont être en train de mener. Qu'est-ce qu'il faut comme outil numérique, qu'est-ce qu'il faut comme environnement et qu'est-ce qu'il faut d'ailleurs comme scénario, mais ça on l'a vu, pour que les élèves présentent, qu'ils partagent, qu'ils écoutent. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils fassent une démarche d'investigation? Qu'est-ce qu'il leur faut comme matériel, comme environnement pour créer, etc. Et là, on aboutit au concept que je trouve important, qui vient du design, qui est celui d'affordance. L'affordance, vous savez, c'est la capacité qu'a un objet à dire de lui-même à quoi il sert. Si vous prenez une chaise, par exemple, vous voyez bien que ça sert à s'asseoir dessus. Eh bien, l'idée, c'est de se dire qu'un espace dans son ensemble peut aussi avoir cette caractéristique-là, c'est-à-dire la possibilité de voir que quand on va dans la zone présentée, effectivement, on voit un possible. On sent que cet espace-là est fait pour ça. Quand on rentre dans une salle de classe standard, comme on a en France habituellement avec une estrade, un tableau, un bureau et des tables en randonnion, eh bien, l'affordance de cet espace, c'est de se dire, en tant qu'élève, je vais aller m'asseoir, je vais me taire, quand on connaît les codes, et je vais attendre qu'on me dise ce que je dois faire. C'est en fait tout simplement un appel à la passivité. Et l'idée de ces laboratoires pédagogiques, c'est de proposer d'autres appels. Alors l'idée, évidemment, ça ne veut pas dire que si vous êtes dans la zone créée, vous êtes obligé de créer quelque chose. On n'est pas dans de l'injonction. Par contre, on va avoir cette affordance-là, on va avoir cet appel de la zone en question en disant c'est possible. Vous êtes dans ma classe, c'est possible de créer, c'est possible d'échanger, de présenter, de développer, etc. Et quelque part, les mots ne sont pas si importants, même si évidemment derrière, c'est une catégorisation qui fait qu'on a le concept du matériel technologique, des mobiliers qu'on peut proposer, etc. Mais finalement, l'idée, c'est que chaque communauté éducative en établissement se construise sa propre catégorisation en disant quelles sont les zones qui comptent pour nous, qu'est-ce qu'on a envie d'afficher comme message, quelles sont les affordances qu'on veut proposer aux usagers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais faire une petite pause thé. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des questions pour M. Garnier à la suite de cette première partie? Bon, vous avez été très clair, M. Garnier. Merci. Il n'y a aucune question là encore. Okay. Je vais en poser une pour vous permettre de prendre un peu de temps, si ça vous va. Merci. Nous, à l'Institut catholique de Paris, on est confrontés depuis un petit moment à cette problématique de gestion des espaces. Excusez-moi de la simplicité de ma question et puis de son aspect trivial, mais il y a une confrontation entre des idéologies pour un futur de l'école et puis une réalité pragmatique d'une direction qui a besoin de gérer des espaces, a besoin de remplir des espaces avec des individus. Est-ce que vous, dans votre projet, il y a une dimension politique, type rédaction d'un livre blanc, ou je sais quel autre type de proposition qui est un soutien ou un appui pour les équipes pédagogiques aujourd'hui qui voudraient s'engager dans une révolution spatiale et qui peuvent argumenter en ce sens? Oui. Alors, European Schoolnet, je vous ai parlé d'un projet qui s'appelle Future Classroom Lab. Il y a à peu près une trentaine de projets qui sont menés en parallèle.
Et il y a un groupe qui est très intéressant, puisque c'est un groupe de production. Nous, on est plutôt un réseau quelque part. Et il y a un groupe de production qui s'appelle Interactive Working Group. Donc, bon, peu importe la traduction, vous voyez bien, c'est vraiment français. Et en fait, ce groupe-là a pour objectif de produire ce type de livres blancs, ce type de recommandations qui sont donc issues d'un certain nombre de pays européens. Il y en a au moins une dizaine, avec différents exemples et avec du coup des guidelines très précis, hein, des recommandations tout simplement sur différents points de la transformation architecturale ou des établissements scolaires, etc. Il y en a eu un sur le BYOD, qui est très intéressant, et il y en a un justement assez récent sur les espaces d'apprentissage. Donc ça, je pense que c'est un document référence. Alors malheureusement, il n'est pas traduit en français. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait demander, j'espère pouvoir le faire à Educatis tout à l'heure, cette semaine, auprès de la direction du numérique pour l'éducation, parce que là, il y a vraiment du contenu intéressant. C'est à la fois appuyé sur la recherche et c'est à la fois pratique. On peut prendre en main, en tant qu'enseignant, il y a un petit questionnaire comme ça auquel on peut répondre pour essayer de se positionner sur les petites transformations, pas forcément de la révolution, mais se dire comment je peux déjà, à 2 semaines, à 2 mois, me projeter sur une salle de classe, un environnement d'apprentissage qui serait plus apte à développer ces compétences-là. Donc là, je pense que ce document, je pourrais vous le transmettre, du coup, via les contacts que j'ai pu avoir dans votre think tank. Et je pense que dans tous les cas, c'est accessible sur le site de European School Led. Vous tapez eun.org, quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir trouver ça. Okay. Ça, je pense que c'est un vrai appui. Après, le laboratoire de Laurent Janin, que vous connaissez peut-être sur Créteil, attendez, que je ne dise pas de bêtises, je pense que c'est ça. Il s'appelle alors EduLab, je crois que c'est ça, et il a monté un laboratoire qui s'appelle Bonheur. Je ne sais pas exactement l'acronyme, parce que c'est un acronyme, hein. Et il s'intéresse spécifiquement à la question de l'architecture scolaire et évidemment de savoir quelle école pour le 21e siècle en termes très concrets d'architecture, mais qui ça impacte évidemment la pédagogie. C'est lié aussi au projet Archiclass. Donc là, je pense qu'à la fois, ce projet Archiclass, c'est autre chose qui peut être intéressant, qui est un projet de la direction du numérique pour l'éducation et qui adresse l'impact du numérique sur l'architecture scolaire. C'est une entrée un peu numérique, de fait, vu la direction, mais ça peut être aussi une source intéressante. Et puis finalement, aujourd'hui, l'étude qui me paraît la plus lourde de sens, mais qui mérite quand même d'être extrapolée si on s'attache à la question de l'université, déjà du secondaire et a fortiori de l'université, c'est l'étude Clever Classrooms qui a été donc menée en 2015 sur 3000 élèves du primaire. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit extrapolé et qu'il y a des pincettes à prendre, mais qui estime en fait l'impact de l'environnement à peu près la même chose que l'impact de l'enseignant dans la réussite scolaire des élèves. C'est assez difficile à admettre comme ça de première vue. Mais si vous voulez, pour être concret, passer un élève de l'environnement le moins favorable à l'environnement le plus favorable est évalué à peu près 16% des facteurs. Hein, et passer d'un prof le moins favorable au prof le plus favorable, on est entre 15 et 20% selon la littérature. Donc, cette étude-là, elle est vraiment très intéressante pour dire, attention, là, on a une étude solide, vraiment avec une analyse qui est complexe pour arriver à extraire, évidemment, le facteur environnement dans un ensemble, un système très complexe, et qui montre quand même l'environnement, l'impact de la salle de classe. Et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'on est à l'échelle de la salle de classe et pas à l'échelle de l'établissement. Mais c'est aussi lié au fait qu'en primaire, les élèves sont toujours dans la même classe. Donc, voilà. Bon, c'est une expression, mais c'était parce que je pensais que peut-être ce qui vous intéressait en premier chef, c'était finalement une sorte de littérature sur laquelle on peut s'appuyer au-delà des ressentis, etc., quand il s'agit de convaincre. Oui, tout à fait. J'avais juste une question complémentaire qui va un peu dans ce sens-là, mais sur un point plus précis. D'abord, merci pour la présentation, c'était super clair. Et voilà. Dans les slides que vous avez présentés, vous
quand je vous montrais des situations de classe, il y a notamment du mobilier Steelcase qui est utilisé. Bon, c'est les fauteuils nodes là, qui permettent effectivement de créer facilement, notamment des groupes de 4 et puis ensuite des grands groupes. Ce que je me demandais, si vous aviez si dans le projet il y avait un lien organique avec Steelcase. Ou pas. Si je dis ça, c'est aussi parce que nous, il se trouve qu'avec avec Mickaël qui vient de parler, on avait l'occasion déjà il y a quelques années Nous aussi, je précise, à l'ICP, on utilise notamment du mobilier Steelcase parmi d'autres choses dans les salles innovantes qu'on a. On les avait rencontrés, en fait, les gens de Steelcase il y a quelques années, puis on avait des échanges vraiment intéressants avec eux. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, quasiment ce que vous présentez là et le type de mise en activité et de passage, petit groupe, grand groupe, etc., que vous présentez facilité par un certain type de design, c'est exactement ce que eux présentent depuis des années et dont ils font la promotion. Et évidemment, oui. Steelcase venant d'abord du monde de l'entreprise et faisant ça, je dirais, presque depuis des dizaines d'années pour le monde de l'entreprise. Bien sûr. De faire bouger le cadre de travail des entreprises, passer de quelque chose de rigide à quelque chose qui soit de l'ordre de l'open space, où les gens sont plus mobiles, etc. Et à un moment où eux se disent, eux et d'autres firmes de design américaines, en l'occurrence, se disent, bah, tiens, ce qu'on proposait pour les entreprises, on va le proposer aussi pour le monde éducatif. Et je dirais, en plus, sans vouloir les critiquer, parce que derrière, enfin, notamment Steelcase, quand on regarde ce qu'ils produisent, y compris en termes intellectuels, je veux dire, c'est pas que des fabricants de meubles, il y a une vraie réflexion en termes de design derrière. Voilà. Et voilà, donc je voulais juste savoir s'il y avait un lien, si c'était juste l'utilisation de ce mobilier-là comme ça. Voilà. Non, effectivement, d'une part, c'est vrai que très clairement, les moyens qui sont déployés par Steelcase en termes de recherche sont incomparables quand on regarde au niveau de la planète sur les différentes fabricants de meubles, pour faire simple, en termes ne serait-ce que du mobilier éducatif. Donc, il y a une vraie force de recherche, de développement sur leurs produits. Après, c'est vrai que, si vous voulez, quelque part, c'est l'occasion qui a fait ça. C'est-à-dire que l'exemple me paraît flagrant parce que dans une salle classique, le scénario qui est proposé, il est infaisable. C'est très, très compliqué. Mais pour autant, le scénario sur la visioconférence n'a pas forcément une grande pertinence sur les Steelcase. Des scénarios, ce qui se passe dans les chaises nodes comme ça, c'est que finalement, on se rend compte qu'on a une modularité, mais on n'a pas vraiment une mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans le travail de Rosanne Bosch, là, qui est une designeuse danoise, donc vous verrez la Vitra School, elle a tout refait en fait en fonction de, peut-être vous avez entendu parler de ces zones qui sont aussi mises en valeur dans le projet Archiclass, le feu de camp, la grotte, la source, etc. pour désigner des différents espaces d'apprentissage. En fait, elle a dit dans une intervention quelque chose de très vrai, c'est-à-dire que finalement, ce qui est le plus flexible dans une salle de classe sont les corps des apprenants, sont les corps des gens qui sont là. Et donc, se concentrer sur une flexibilité du matériel ou du mobilier, finalement, c'est peut-être pas en termes de design la vraie question. Et ce qu'on voit dans les chaises nodes, c'est que les élèves, certes, se décomposent, se recomposent des groupes, etc., mais ils restent assis. Ils restent assis bloqués un peu par leur tablette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux me rapprocher d'un espace de travail commun, de travail vraiment de production, par exemple. Vous voyez, une sorte de zone créée. Je ne verrai jamais une zone créée avec des chaises nodes. Parce que finalement, quand on se rapproche d'une table, pour tout simplement mettre un grand plan dans lequel on va tous écrire, ou une table tactile, ou peu importe, on est bloqué par notre tablette personnelle. Quand je parle de la tablette, je parle de la surface. Ouais. Donc là, on revient là-dessus et finalement, ce que je trouve assez intéressant, c'est les exemples. Alors, ils ne sont pas encore là, on ne les voit pas dans les exemples qui sont ici, mais je veux dire sur la slide, mais c'est une certaine richesse en fait des assises et ce qui pourrait être proposé par Steelcase comme la classe idéale parce qu'on peut avoir 1000 configurations, en fait, ce n'est pas vrai. On peut peut-être en avoir 1000, mais on ne peut pas les avoir toutes parce que celle où un élève va venir, par exemple, sur un mur, sur un tableau, travailler, présenter aux autres élèves
eh bien, il va être gêné par sa chaise Node, ou il va l'enlever, ou elle va traîner un peu en plein milieu. Les autres élèves n'ont pas forcément besoin d'être assis, parce que peut-être qu'ils ont besoin aussi d'apporter quelque chose au travail de l'élève. Donc, être debout, c'est aussi très intéressant. Et tout le travail de la classe mutuelle, par exemple, de Vincent Fayet, que vous connaissez sûrement, sur cette idée de l'enseignement mutuel un peu réactualisé, où les élèves finalement s'enseignent les uns aux autres sur des tableaux qui constituent l'ensemble des murs de la classe, n'est pas un très bon contexte pour les nodes. Et finalement, là où on peut penser que la node est un mobilier parfait pour la collaboration, elle est parfaite pour les échanges, pour les experts qui disent tiens, je vais voir lui, après je vais voir lui, etc. Elle est parfaite aussi pour le travail individuel, paradoxalement. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire quand on est par deux dans les tables classiques, ou quand on est par quatre en îlot parce que l'enseignant a décidé qu'on devrait apprendre en îlot, eh bien là, on va pouvoir retrouver une posture individuelle à un moment donné, ne serait-ce que pour un premier temps de lecture, pour prendre conscience de l'activité, etc. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un mobilier en fait assez riche qui permettent justement d'avoir différentes postures et de ce point de vue-là, la note ne fait pas tout. Après, on a eu des liens, pour finir de répondre à votre question, on a eu des liens avec Steelcase, effectivement, plutôt sur le projet du LP2I. On est resté à l'échange de concepts, d'idées. Il n'y a pas de partenariat direct avec eux. On travaille plus avec Manutan, parce qu'en fait, on ne s'interdit pas de travailler avec les compagnies, avec les entreprises aussi. Ça, c'est un petit peu, ça fait partie du pas de côté qu'on peut avoir, même dans l'enseignement public. C'est jamais forcément facile de faire intervenir comme ça des entreprises dans ces questions-là, ou dans toute question qui concerne l'école d'ailleurs. Mais justement, c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va offrir, grâce au laboratoire pédagogique, un espace de porosité entre différents mondes, et notamment avec le monde de l'entreprise. Donc, on peut avoir, par exemple, une entreprise qui va venir faire tester son matériel dans le laboratoire, et on va pouvoir avoir des retours d'usage. Alors, on a eu ça une fois pour l'instant dans mon lycée, et puis il y en a d'autres qui ont eu d'autres retours, et nous, c'était sur la peinture Velleda. Voilà. On a mis de la peinture sur les murs pour pouvoir écrire sur les murs. C'est assez transgressif et assez efficace de ce point de vue-là, au niveau de la motivation des élèves, en tout cas, motivation externe dans un premier temps, on va dire. Mais ça s'est avéré au final très, très utile. Et l'entreprise a amélioré son produit suite à nos retours, puisqu'effectivement, il y avait des problèmes en termes d'effacer la peinture, etc. Et là où un simple service, on aurait dit ce produit est nul, on va en prendre un autre, où on laisse tomber le coût de la peinture Velleda, eh bien, on a pu avoir un aller-retour en fait avec du développement d'un nouveau produit qui maintenant est sur le marché et a l'air de bien fonctionner. Donc, on a ce genre de choses, mais avec Steelcase, pour l'instant, pas d'accord particulier. Même si j'aime beaucoup discuter avec Fabrice Almaric, par exemple, de chez Steelcase, qui est quelqu'un de passionnant et de très, très calé sur la question. Alors, je vous propose là, rapidement, sur le projet, un peu, pour que vous voyez un peu où ça en est. Là, il y a 16 pays qui sont membres de ce projet-là. Les adaptations sont très différentes. 16 pays, 16 adaptations différentes du projet. Là où au Danemark, on va avoir un Future Classroom Lab de 2000 m², très centralisé, qui est presque l'endroit, le place to be, si vous voulez, où toutes les compagnies, les entreprises veulent venir faire tester leurs produits, avoir un regard pédagogique sur leurs produits, même former leurs commerciaux à la question pédagogique. Tout ce petit monde-là vient dans ce laboratoire qui est une espèce de plaque tournante centrale, comme ça, autour des questions d'innovation et de pédagogie. Alors qu'au Portugal, par exemple, on a quelque chose de plus institutionnalisé, où chaque commune, finalement, a voulu avoir son laboratoire pédagogique. Donc, il y a une 50aine, ou peut-être 60 maintenant, à l'heure où je vous parle, tellement ça va vite, de laboratoires qui ont émergé un peu partout sur le pays. En France, on est dans un intermédiaire où à la fois on a une dizaine de laboratoires labellisés et on a un réseau d'ambassadeurs qui sont, donc il y a une petite vingtaine d'ambassadeurs qui sont capables d'aider à la constitution, à la construction de ces laboratoires pédagogiques et surtout à la diffusion un peu des idées. Vous voyez, quand il y a une recherche européenne qui émerge, on essaye de la faire, de la discuter, de la concrétiser, de la traduire parfois aussi en français, parce que ce n'est pas forcément évident. Et puis de voir ce que ça dit concrètement dans les faits après.
ça, c'est la slide où vous voyez le pays. Voilà. Et du coup, je voulais conclure avec cette partie-là, si vous voulez, une espèce de résumé de la façon dont le projet Future Classroom Lab considère ce qu'on appelle la nouvelle forme scolaire. Aujourd'hui, avec le rapport, hein, vous savez, de Catherine Becchetti-Bizot sur repenser la forme scolaire à l'heure du numérique. Finalement, pour nous, on adresse cette question de la forme scolaire selon ce triangle-là constitué des compétences, des scénarios, des espaces. Tout à l'heure, je vous ai dit, les compétences demandent des nouveaux scénarios qui eux-mêmes appellent les nouveaux espaces. Vous avez un premier tour de triangle, puisque les nouveaux espaces, alors ça, c'est quelque chose qui serait à montrer, par exemple, hein, mais ce que l'on voit, c'est que ces nouveaux espaces favorisent le développement des nouvelles compétences, justement grâce à cette affordance qui va dire, effectivement, vous pouvez venir parler, parce que c'est l'espace échangé, par exemple, c'est ouvert. Vous voyez, parfois, il y a des injonctions paradoxales quand on met les élèves en îlot. Alors, je ne suis pas contre les îlots du tout, hein, c'est très intéressant, d'ailleurs aussi intéressant que le magistral, c'est une question de dosage peut-être, mais l'injonction paradoxale réside dans le fait que quand on veut faire une synthèse ou quand un élève s'exprime, à la fois on les met 2 par 2, donc ils sont censés être en situation de parler les uns aux autres, et à la fois on leur demande de se taire pour écouter la personne qui parle. Donc clairement ici il y a une problématique, et si on a un environnement qui est flexible, ou si on a un espace dédié, parce que vous allez voir qu'en fait, tout est dans cette dualité-là entre quelle flexibilité, quelle modularité je vais donner à l'espace que j'ai et quelle zone je vais pouvoir fixer, dédier, pour qu'elle puisse être suffisamment affordante pour qu'il se passe des choses que j'ai envie qu'il se passe. Voilà. Donc, c'est cette idée de nouveaux espaces qui favorisent les nouvelles compétences. Et puis, ça marche dans l'autre sens parce que la collaboration, on ne la développera pas en randonnion, etc. Et puis, les nouveaux espaces, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils nous rendent bien. Quand on a construit un scénario, comme ce qui s'est passé, donc ce que je vais vous montrer dans le Future Classroom Lab du LP2I, là, du lycée pilote, quand on a construit des scénarios, ils nous ont permis de réaliser l'espace, en fait, de dire quel est l'idéal, l'espace idéal pour accueillir ce scénario-là. Et bien en retour, en fait, ces espaces, avec leur affordance, avec leur capacité à inspirer, ben, nous ont dit, tiens, mais finalement, puisque les élèves peuvent écrire sur les murs, on pourrait écrire une grande histoire comme ça, et les élèves écriraient au fur et à mesure, et le but du jeu, ce serait de sortir de la classe, une fois l'histoire terminée, une espèce de course à l'espace, voilà, des choses comme ça. Et en fait, c'est la salle, c'est le fait d'avoir de la place qui nous a voilà, fait susciter ce nouveau scénario. Voilà pour ce modèle. Évidemment, je ne vous ai pas parlé du coup, tout à l'heure, je vous disais une sorte de le rôle de la technologie, c'est un petit peu comme une colonne vertébrale, mais effectivement, à la fois les échanges qu'on va avoir humains entre les usagers de l'espace et la technologie sont en fait des vecteurs d'interaction entre ces trois sommets, ces trois piliers de notre nouvelle forme scolaire. Alors, maintenant, je vais rentrer dans le concret pour finir, avec rapidement, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment rapide. Depuis 2015, concrètement, comment ça s'est passé chez nous? Alors, je vous ai dit une dizaine d'exemples et ils sont tous singuliers parce que l'idée, ce n'est pas de calquer un modèle, mais plutôt de proposer un processus qui fait sens pour une communauté éducative locale. Donc là, on est parti avec l'utilisation d'un tiers-lieu. Donc, on est parti aux ateliers Canopée. Vous connaissez sûrement comme un espace un peu différent où sont transformés l'atelier Canopée. Avant, c'était les centres de ressources documentaires pédagogiques qui se sont transformés peu à peu en espaces de coworking, on va dire, en tiers-lieu pour pouvoir faire autre chose que des ressources, mais aussi des services, des formations, etc. Et l'idée, c'était d'aller dans un tel espace, penser différemment avec tout un tas d'acteurs, comme j'ai cité tout à l'heure, des chercheurs, des parents, des personnels du Canopée, etc. Et avec ces acteurs-là, on a essayé de penser des scénarios, on a suivi la méthodologie dont j'ai parlé rapidement, et on a abouti à des scénarios. Vous retrouverez l'espace échangé là, qui en fait est donc l'image au centre. Vous voyez des chaises qui ne sont pas des chaises Node, mais qui sont des chaises en fait de type Node, hein, puisqu'on a travaillé avec l'entreprise de Bressuire qui s'appelle Denis Papin Collectivité, DPC, qui était l'idée aussi de travailler avec une entreprise locale, c'est à côté de chez nous.
Et finalement, ce scénario des experts est à l'origine de cette salle. Alors, vous voyez la peinture sur les murs pour pouvoir écrire, des écrans, chaque groupe a son écran, puisque l'interactivité qu'on a, la verticalité qu'on a avec les murs en termes d'analogique, ça nous manque en termes de numérique, hein, c'est-à-dire qu'un groupe qui a, vous savez, nous, alors dans notre lycée, les élèves ont tous leur matériel avec un travail avec la région, donc on est au BIOD, BioMéodie, et donc il leur manquait un espace de présentation, un espace de collaboration commun. Donc c'est pour ça qu'on a, plutôt que de faire un écran vidéoprojecteur pour le prof, interactif ou pas, ou tactile, ou peu importe, on a proposé un écran plus modeste, mais pour chaque groupe. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce laboratoire, il a commencé sans les écrans. Et pour autant, il y a eu un succès assez important. Alors, ce n'est pas 100% des enseignants qui l'utilisent. Hein. On est dans du 40%, ce qui est déjà pas si mal, même si vous pourriez dire que pour un lycée innovant, on pourrait imaginer que l'ensemble des collègues s'investissent. Mais on avance peu à peu. Eh bien, les enseignants se sont appropriés les lieux sans même la technologie. Le fait d'avoir, on parlait d'affordance, vous avez une peinture sur les murs, ça veut dire qu'il est possible d'écrire sur les murs. Ce n'est pas forcément le prof qui va écrire sur tous ces murs-là, il y en a partout. Donc, ça veut dire pour l'élève, tu peux venir poser tes idées, les échanger, les partager, etc. Et on a pu, comme ça, construire cette salle et transformer les postures des enseignants. On en parlera dans la conclusion, parce que finalement, quand vous avez une telle salle avec autant d'interactions, je ne sais pas, il faudrait évidemment faire un travail de recherche là-dessus, mais je pense qu'on est dans le facteur 10, voire 100, en termes de multiplication des interactions entre les élèves. Je parle en termes d'interaction totale. Et cette idée du coup de l'enseignant qui maîtriserait l'ensemble des interactions qui se passent en classe, toute interaction non voulue par l'enseignant étant réprimée, eh bien, est obsolète dans un endroit comme ça. C'est-à-dire que là, on cultive la posture chère à Dominique Bucheton, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur les postures élèves et les postures enseignantes, qui est celle de lâcher prise. En fait, dans cette salle-là, quand on va travailler avec les élèves, on travaille en tant qu'enseignant le lâcher prise. Et cette posture-là, on peut la réinvestir ensuite une fois notre salle de classe, peut-être pas forcément aussi favorable, dans une salle de classe plus normale. Alors, voilà comment ça s'est passé. On a eu un premier scénario qui nous a donné cette salle-là. Il y a l'espace interagir visio. Vous connaissez le scénario, je vous en ai parlé tout à l'heure, de visioconférence. Et puis, la zone autour de la pédagogie de projet se constitue peu à peu. On est encore en train de la développer, on est encore en train de la mettre en place parce qu'on n'a pas forcément de sous pour le faire. On n'en a pas eu jusque-là énormément, même si on travaille avec beaucoup de partenariats. Et donc, on va avoir un espace sous 3 zones qui sera, le terme générique de l'ensemble de l'espace sera la pédagogie de projet et sera construit sous forme de développer, créer, présenter avec une sorte de cyclique comme ça, où on ne présente pas forcément de façon terminale. On peut présenter pour avoir l'avis des autres, l'avis des élèves, et retourner au développement de notre produit, le recréer, le refaire. Et voilà, on retrouve la boucle que je vous ai montrée tout à l'heure sur la pédagogie de projet. Et ce qui est intéressant pour finir, c'est que ce que vous avez comme image en haut à droite, ce n'est pas dans l'espace, c'est ce que j'appelle les exportations du lieu. Parmi les comment on peut dire ça, les arguments un petit peu contre la notion de laboratoire pédagogique, il y a cette idée de petits bras, cette idée d'échelle qui ne serait pas à la mesure des enjeux, puisque finalement, on est en train de construire une salle, et quid de toutes les autres. Et en fait, l'hypothèse de départ, c'était qu'il y avait énormément de facteurs de diffusion, de facteurs de transposition, d'exportation, si vous voulez, que je vous lis très rapidement en conclusion. Et ça n'a pas raté dans les faits, puisque, par exemple, vous avez en haut à droite ce qu'on appelle l'espace de coworking prof-élève. Alors, vous voyez, j'ai appelé encore ça coworking. Est-ce que c'est juste des gens qui travaillent ensemble? Si on l'a appelé comme ça, c'est que dans le même espace est offert des conditions de travail pour les enseignants et pour les élèves. Ce n'est pas une salle de travail pour les profs, ce n'est pas une salle de travail pour les élèves, c'est une salle de travail tout court. Et donc, pour l'instant, elle est assez modeste, mais on projette d'étendre ça aux 2 plus grandes salles de l'établissement qui soient finalement des salles de coworking où l'idée, c'est de travailler. Si on a envie de travailler, on vient. Si on ne veut pas travailler, on ne vient pas. Et par la proximité des enseignants et des élèves, on va avoir d'autres types d'interactions qui vont se générer et qui vont, on espère, améliorer les apprentissages. Voilà. Donc, ça, c'est une exportation. Et un autre type d'exportation, c'est une exportation plus disciplinaire. Vous avez en bas à gauche une salle de classe
qui a été construite suite au passage des enseignants de langue dans le laboratoire pédagogique et qui se sont dit, nous, notre espace à nous, notre espace pour enseigner les langues, il serait sous cette forme-là, par exemple. Voilà. Donc, ils ont mis les mobiliers qu'on appelle les tables 3, 4, 5, là, qui permettent de faire des groupes de 3, de 4 ou de 5 en fonction du sommet que l'on juxtapose, que l'on fait venir au centre de la table. Et voilà, un peu plus de tableaux, quelques écrans pour les élèves, etc. C'est leur façon à eux d'exporter le concept. Donc, je termine, si vous voulez bien, avec du coup les 6 raisons de construire un laboratoire pédagogique. Comme je pense que je les ai toutes évoquées, ça devrait aller assez vite. Mais comme ça vous fait un peu une office de synthèse, ce qui peut être pas mal avec tout ce qu'on a évoqué ensemble. Donc, la première chose, c'est de questionner les postures. Les postures, déjà, dans le fait de réaliser ces laboratoires. Si on décide à 3 de créer un laboratoire pédagogique et ensuite on va l'imposer aux autres, ça risque de ne pas fonctionner dans les usages, dans beaucoup de choses, beaucoup de freins. Donc, il faut co-construire ce laboratoire, il faut ramener l'ensemble des usagers potentiels, voire ceux qui ne se croyaient pas être des usagers et qui finalement sont concernés au premier chef. Je pense notamment aux agents. C'est très bien la peinture Velleda, mais si c'est trop difficile à nettoyer, eh bien, il y a un problème, il faut améliorer. Et donc, les agents, au même titre que d'autres acteurs de l'espace, sont concernés au premier chef. Donc voilà, ramener l'ensemble des participants, hein, on appelle ça les stakeholders, les parties prenantes, dans le projet. Il y a un exemple avec les fameux post-it qui sont l'emblème du design thinking. Et vous avez finalement une méthodologie qu'on est en train de développer dans l'Académie Poitiers en ce moment pour accompagner les établissements vers des petites transformations. Parce que c'est là où je crois que c'est important. Il n'est pas question que chaque établissement crée son laboratoire pédagogique demain ou sur la volonté du ministre ou sur la volonté du chef d'établissement. Il est question que chaque équipe soit capable d'être accompagnée dans la définition de leurs besoins, dans la définition de leur vision et de la façon dont ils peuvent atteindre cette vision-là. Et déjà, ne serait-ce que faire la démarche, c'est déjà questionner les postures parce que les collègues n'ont pas l'habitude de se parler, n'ont pas l'habitude de se parler. Peut-être ils parlent du week-end, ils parlent des problèmes des élèves, mais ils parlent assez peu de la façon dont ils enseignent. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Les entrées sont nombreuses. On a des collègues en ce moment en collège qui se posent la question de l'usage, les applications pédagogiques des sciences cognitives. Et donc, au lieu de la poser individuellement, ça ne marche pas quand on fait des mises au calme avec les élèves, quand on travaille la respiration et qu'on est un seul prof pour faire ça, on passe pour un fou. Si c'est l'ensemble d'une équipe pédagogique qui s'engage dans cette démarche-là, ça prend une toute autre ampleur. Et donc, l'échelle collective est très importante et fait fonctionner en fait ce design thinking. Collectif, systémique et inclusif, c'était un peu le résumé de ce que j'ai dit. Donc la raison numéro 2, je crois qu'on en a suffisamment parlé. C'est intéressant de voir que cette photo-là, elle a été prise la veille d'une séance que j'avais réalisée avec les élèves, dans lequel l'idée, c'était au lieu de présenter à toute la classe, on est dans la dernière partie, là, vous savez, present, comme ça, eh bien, c'est fatigant, les présentations qui s'enchaînent les unes après les autres. Il faut faire taire les élèves parce qu'ils ne sont pas attentifs ou ils sont attentifs les 3 premières présentations, puis pour les 5 groupes suivants, ça ne marche plus, etc. L'idée, c'était qu'ils se co-présentent, désolé pour le co, à nouveau, mais qu'ils présentent les uns aux autres, en fait, leur production. Et donc, ce sont les élèves qui avaient des critères d'évaluation, qui avaient du coup la possibilité de faire du peer assessment, de se co-évaluer. Et moi, j'étais libéré aussi pour pouvoir évaluer individuellement les élèves pendant cette, finalement, kermesse. Hein. C'est une kermesse. Quand on voit ça, il y a des crayons de couleur. Ils sont censés être en première, les élèves. Bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leurs crayons de couleur? Mais en fait, ils sont en train de mettre en œuvre tout le travail de présentation du travail qu'ils ont mené en fait en amont. Et c'est quelque chose qui leur demande clairement d'autres compétences, comme la créativité notamment, alors que ce n'est pas marqué dans mon programme de mathématiques, développer la créativité des élèves. Sur la troisième raison, expérimenter, se tromper, apprendre, je voudrais le placer, cet questionnement-là, évidemment à l'échelle des élèves, parce que c'est en se trompant qu'on apprend, on le sait tous, mais je voudrais le placer aussi à l'échelle des enseignants, parce que ce que l'on remarque, c'est qu'il est très compliqué pour un enseignant de se dire qu'il a le droit de se tromper pédagogiquement. Une erreur pédagogique. Je n'ai pas bien fait mon cours, j'aurais dû le faire autrement.
Et là, l'idée, c'est que je vais pouvoir faire exprès si j'en ai envie de me tromper. En tout cas, je vais avoir le droit de le faire dans ce laboratoire pédagogique. Parce que l'âme de ce lieu-là, ça sera le droit à l'erreur et que les élèves qui viennent là savent qu'on expérimente, qu'on essaye. Et que le plus important, c'est de savoir pourquoi on estime qu'on s'est trompé et comment on pourrait améliorer les choses. La quatrième raison, c'est le partage des pratiques pédagogiques, c'est-à-dire de faire ça, se tromper certes, mais le faire ensemble. Voilà. Donc, apprendre ensemble, construire cette communauté apprenante où les résultats des uns sont autant de points de départ pour les autres. Les erreurs, les succès, tout ça sont des choses que l'on va partager avec la communauté apprenante. Donc, on imagine dans le laboratoire pédagogique au lycée, on a fait une salle inspirée. Et l'idée, c'est quand on a fait un scénario qui nous plaît ou qu'on a envie de le partager, on prend quelques photos et on l'affiche sur le mur. Et on a une salle de préparation, salle de travail si vous voulez, qui est constituée sur les murs essentiellement des modèles de compétences du XXIe siècle que je vous ai montrés, d'une sur un mur, mais surtout sur l'autre, de scénarios pédagogiques que les enseignants ont testés avec les élèves. Voilà. Et ça, c'est une dimension de partage, évidemment, d'inspiration. Il n'y a pas forcément besoin d'un outil numérique. Une plateforme de débat, ça peut être intéressant aussi, mais finalement, là, on incarne dans un lieu l'idée qu'on peut co-construire des scénarios pédagogiques. S'ouvrir à l'écosystème éducatif, ça je vous l'ai dit, c'est un espace poreux qui doit permettre, là où l'école interdit certaines choses, elle doit essayer, elle doit le permettre dans ces laboratoires-là. Elle doit permettre aux entreprises de venir tester des choses, de venir apprendre, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un outil qui n'est pas utilisé, qui ne sert à rien, ou pire qu'un outil nous impose une philosophie parce que c'est la philosophie de l'entreprise qui l'a construit. Donc ça, je crois que c'est très important que l'on se parle, et notamment nous, dans notre région, on a une espèce de labellisation EdTech, French Tech, Edutainment, etc. Enfin bon, ça, je vous passe les franglais immondes, mais ça fait beaucoup de sens de se dire on ouvre aussi à d'autres acteurs, et en particulier à la recherche. Pour finir, c'est l'idée du transfert. Alors, je vous donne une petite liste de transferts. Là, vous avez sous les yeux un labo de maths. Alors, en fait, en France, il faut savoir qu'il y a eu il y a eu un rapport de Cédric Villani et M. Torossian sur la question de l'enseignement des mathématiques en France. Et parmi les recommandations, il a été question de créer des laboratoires de mathématiques. Laboratoire de mathématiques, une sorte de porosité entre le secondaire et la recherche, une fête de l'apprendre des mathématiques, revaloriser la discipline, blablabla. Donc, cette idée-là, finalement, c'est déjà de façon interdisciplinaire, transdisciplinaire, l'idée du laboratoire pédagogique. Et là, vous avez sous les yeux notre laboratoire de maths à nous, notre exportation mathématique du laboratoire pédagogique. Donc, on peut transférer les aménagements. Vous voyez que là, en fait, il n'y a pas d'aménagement, c'est des chaises normales, c'est des tables normales. Il y a juste plus de tableaux sur les murs. On peut transférer les technologies. Là, il n'y a pas eu de transfert de toute technologie, c'est le biode des élèves. Principalement, il y a un vidéoprojecteur au tableau classique. Le transfert de scénario, là, on est dans un travail d'échange de savoir, échange réciproque de savoir. Donc, les élèves, en fait, s'aident grâce à un Google Doc. Ils savent qui a besoin de quoi et qui peut aider sur ça. Et donc, ils viennent te voir naturellement pour s'entraider. Et puis, évidemment, sur les postures, c'est-à-dire que moi, en fait, où je suis sur la salle, je suis en train de prendre la photo, tout simplement. Et si je prends la photo, c'est parce que les élèves, en fait, ont déjà un travail à faire qui ne me nécessite pas particulièrement, puisqu'ils sont dans des échanges réciproques de savoir. Et puis, évidemment, le but ultime, c'est de faire évoluer peu à peu les mentalités. Questionner les postures, ce n'est pas évident. Il faut arriver à se remettre en question dans sa pratique. Et du coup, voilà, le laboratoire pédagogique permet de le faire sans heurts, sans dommages, et avec la possibilité aussi de revenir en arrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, M. Garnier, pour cette intervention très importante, très intéressante et très importante pour notre projet européen, puisque c'est vraiment une question qui est au centre de notre réflexion.